Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Tuerie des civils, que s'est-il passé à Ansongo? Ogosagu, Sobanda, Kul-Ogo, Djungani, Binedama, Kurkanda au centre du pays ou encore Intesikit, Tabangoud, Tisaltan ou encore Tindinbawen, des villages situés dans la région de Menaka, ont tous fait l'objet de massacres perpétrés par des hommes armés non identifiés. Le plus récent a eu lieu le dimanche dernier où 4 villages de la commune de Wataguna, situés dans le cercle d'Ansongo, ont été visés par une série d'attaques. Un premier bilan établi fait état d'au moins 51 civils tués. Des maisons et des greniers ont été saccagés et des animaux emportés par les bandits. Cette situation vient s'ajouter à la longue liste des horreurs qui ont été perpétrées contre des civils. Ce énième massacre pouvait-il être évité? Comment se sentent les rescapés après avoir vécu de telles horreurs? Où se situent les responsabilités? Pour en parler, nos invités au nombre de 3 sont Brema Konaté, 4e secrétaire aux affaires juridiques et judiciaires à l'AMDH, Boubacar Bokoum, politologue, Jean-François Marie Camara, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université des sciences juridiques et politiques. Nous avons voulu avoir des réactions à partir d'Ansongo. Nos sollicitations ont été déclinées par peur de représailles. Nous avons également voulu avoir les responsables du ministère de la Sécurité. Nos tentatives sont restées vaines. Je suis Mariam Meiga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Avant de rentrer dans le vif de cette émission, je vous invite à écouter le témoignage de ce rescapé des attaques d'Ansongo. Nous sommes des cultivateurs. Nous étions 7 personnes au champ. On se préparait à rentrer. En cours de route, nous les avons croisés. Ils étaient 8, assis à 2 sur les motos. Ils nous ont demandé de nous coucher et ils ont commencé à nous tirer dessus. Je me tournais à chaque fois qu'ils voulaient tirer. Et c'est là que j'ai reçu 2 balles au bras. Je suis le seul survivant du groupe. Il y avait aussi mon petit frère. Il est mort. En les voyant venir, nous pensions que c'était des simples passagers. Mais en réalité, nous étions leur cible. Toute la nuit d'hier, j'étais inconscient. C'est à l'hôpital que je me suis réveillé. Dieu merci. Brema Konaté de l'AMDH, la première question, je vais l'adresser à vous. Vous venez d'écouter ce rescapé. Quel sentiment avez-vous? Je vous remercie pour l'occasion que vous nous offrez pour alors partager nos sentiments avec les Maliens et les Maliennes. Alors, ce témoignage, il est cinglant. Ça démoralise et ça nous renvoie à nous-mêmes. Alors, aujourd'hui, c'est la population de Wataguna et autres. Demain, ce serait qui? Alors, c'est d'autant plus triste, plus amer, qu'il est difficile d'exprimer ses sentiments de façon raisonnable et qui relate effectivement ce que nous ressentons. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et le nombre également est extrêmement important. Encore, c'est des populations civiles, des gens qui ne sont ni au début, ni à la fin de toute la crise qui a commencé et qui en sont des victimes gratuites. C'est triste. Le maître mot que je trouve aujourd'hui, c'est la tristesse. Honnêtement. Jean-François Marie Camara, quel regard avez-vous sur cette situation qui vient de se dérouler en Songo? D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Je salue mes co-débatteurs et je salue l'ensemble des téléspectateurs et ceux qui nous écoutent sur les différentes ondes. Voilà, par rapport à ces différentes théories, on a l'impression que l'État n'existe plus au Mali. Parce que quand nous sommes dans un état de droit, les citoyens, l'État est le débiteur de la sécurité de tous les citoyens. Nous avons l'impression que la théorie au Mali est devenue comme si quelque chose de banal. À chaque jour, on nous dit qu'il y a telle et telle zone qui ont été attaquées, mais il n'y a aucune réaction, il n'y a aucune leçon qui est tirée de la part des autorités au plus haut sommet de l'État. Quand vous regardez ces différentes situations, ça me rappelle un peu au Léviathan de Thomas Hobbes,
qui avait peur de la responsabilité de l'État par rapport à la place de l'État que l'État doit occuper, c'est-à-dire celui qui doit être au premier plan, celui qui doit être capable de nous garantir cette sécurité. Quand vous regardez la constitution du Mali, on vous dira tout de suite que la personne humaine est sacrée et inviolable. Mais nous avons l'impression qu'aujourd'hui, que cette constitution n'est plus respectée par les autorités parce que tout simplement, la personne humaine n'est plus sacrée à leurs yeux. Je suis tellement peiné de vous dire aujourd'hui qu'au Mali, partout dans le monde nous regarde aujourd'hui. Quand vous regardez la télé, les journaux, sur le plan national, sur le plan international, on nous parle que le Mali, si on parle du Mali, c'est tout simplement, c'est du mauvais côté, c'est des zones qui ont été attaquées, c'est les bétails qui ont été enlevés, c'est le coup d'État, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps aujourd'hui que tout cela s'arrête, qu'on se pose la question, qu'on fait bas la terre, qu'on essaie de voir et que l'armée monte en puissance, qu'on essaie de voir réellement qu'est-ce qui n'a pas marché durant toutes ces années. Je dis aujourd'hui que, comme ça a été dit par Paul Valéry, quand l'État est fort, il nous écrase. Mais quand il est faible, nous périssons. C'est ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui au Mali. Boubacar Bokoum, comment se sent la population après avoir vécu de telles horreurs? Merci Mariam. Avant de répondre à votre question, je tiens d'abord à m'incliner devant la mémoire de tous les disparus depuis le début de cette crise jusqu'à la date d'aujourd'hui. Que leur âme repose en paix et que la terre leur soit légère. Ceci étant, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme l'a dit mes co-débatteurs, c'est triste de voir que le Mali traverse aujourd'hui cette situation. Et c'est très triste de voir aussi que des innocentes personnes sont en train de mourir pour des crises dont ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Aujourd'hui, c'est dommage que les gens pensent que la crise, elle est malienne. C'est ce qui est dommageable parce que, à écouter les uns et les autres, on a tendance à dire qu'il faut que l'armée monte en puissance, il faut que les autorités... C'est vrai, nous sommes victimes déjà d'une certaine mauvaise gouvernance. Et toutes les crises que nous avons connues découlent de cette mauvaise gouvernance que nous avons connue jusque-là. Mais au-delà de cette mauvaise gouvernance, il faut que nous comprenions que cette crise, elle est globale. C'est une crise globale et sécuritaire. Elle ne concerne pas que le Mali. Parce que quand vous regardez tout ce qui se passe au centre de notre pays, au nord, c'est l'extrémisme violent qui a été transformé ou appelé par certains du djihadisme. Mais quand vous regardez dans le fond, quand vous écoutez tout de suite le rescapé qui s'expliquait, il disait qu'il pensait juste que c'était des passagers. Ça veut dire en fait que ce n'est pas un problème d'islam, ce n'est pas un problème de religion, c'est juste l'extrémisme violent. Et comment cet extrémisme violent s'installe dans notre espace? On doit se poser les bonnes questions et poser le rôle de la communauté internationale. En grande partie, la déliquescence de l'État a été acceptée et entretenue par la communauté internationale qui a cautionné la mauvaise gouvernance dans nos États, notamment la CEDEAO. Ce qui concerne notre zone, notamment l'Union africaine qui n'a jamais su assumer sa plénitude sur l'ensemble du continent et avoir une bonne intégration du continent et avoir un levier qui permette d'inscrire le continent dans le cadre d'un continent émergent. Quand vous regardez, c'est tellement paradoxal que nous ne fabriquons pas des armes, mais des armes circulent dans notre espace. Quand vous voyez le côté de la richesse, nous sommes les plus riches, mais nous sommes les mal servis. Donc aujourd'hui, c'est la gouvernance mondiale qu'il faut remettre en cause, qui a une emprise évidente sur nos dirigeants locaux qui n'ont pas aujourd'hui la capacité d'affirmer notre réelle souveraineté. Donc je pense qu'en réalité, le problème, il se situe à ce niveau. Donc nous nous interrogeons sur deux tableaux. D'abord la gouvernance locale, ensuite la gouvernance mondiale. À ce niveau, nous sentons qu'il y a une très grande injustice mondiale qui fait que le FMI et la Banque mondiale aujourd'hui, qui ont une très grande emprise sur nos États, nous empêchent d'évoluer dans le sens que nous définissons pour nous-mêmes. Donc on a un modèle qui nous a imposé de l'extérieur. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Donc d'où la difficulté aujourd'hui d'aller à la concrétisation de la sécurisation de nos populations. Quand vous regardez aujourd'hui, malgré la présence de la MINUSMA, malgré le G5 Sahel, malgré tout ce beau monde que nous avons sur notre espace, aucun de nos espaces n'est sécurisé. Même Bamako aujourd'hui ne l'est pas du tout. Comme il le disait tantôt, c'est Ouattaguna, mais demain ça peut être Bamako. Brima Konaté de la MDH, vous qui travaillez avec des relais communautaires, qu'en est-il de la situation actuellement, surtout les rescapés qui sont à Ansongo? Qu'en est-il de leur situation aujourd'hui? Bon, il est difficile
parler de façon objective de la situation des rescapés qui sont au niveau du centre de santé de Gao, parce qu'on n'a pas d'informations fraîches liées à ces personnes-là. Mais ce qui est sûr, le bilan s'est alourdi depuis l'attaque du 10. Et de quarantaine, on est à cinquantaine aujourd'hui. Ça veut dire que les blessés qui sont admis au niveau des structures de santé ne sont pas tous sortis d'affaires et qu'il faut s'attendre à d'autres cas de décès. C'est extrêmement grave. Et c'est aussi inquiétant que l'État reste silencieux. C'est vrai, on a entendu, comme on appelle le truc, la déclaration du président lui-même sur la situation, mais nous devons sortir de ce paradigme-là, attendre que les événements se fassent, intervenir pour condamner, pour compatir à la souffrance des victimes, comme on appelle des familles des victimes. Vraiment, on doit chercher à sortir de cette situation, adapter nos moyens à la mesure des problèmes qui se posent à nous. C'est vrai, on va toujours dire que l'État n'a pas les moyens, l'État est faible, mais moi je relève un paradoxe. Quand vous voyez un peu, comme il a dit, la MINUSMA, le G5 Sahel, la force Barkhane, qui sont tous là, dont le mandat est d'aider le Mali à sortir de la crise. Mais malgré tout, quand il y a crise, chacun se presse à accuser l'État, sachant très bien que cet État-là est faible. Alors, nous n'avons pas les moyens, mais eux, ils ont les moyens. Comment ces gens-là ont pu faire tout ce mouvement-là sans que personne ne les aperçoive? Moi, c'est une question personnelle que je me pose, mais je me dis, l'État doit être en mesure de tirer des leçons de tout ça là. Si alors des gens qui sont venus pour nous aider ne nous aident pas, prenons nos responsabilités et agissons. En ce moment, nous aurons des argumentaires pour les opposer quand ils vont vouloir nous accuser. C'est vraiment dommage et c'est une honte pour la communauté internationale, que le Mali continue à compter tous les jours des morts. Pas des morts militaires, c'est des morts civiles, au nom desquels ils sont intervenus. Pour dire on va aider le Mali à sécuriser les populations civiles. C'est ce mandat qu'ils ont. Mais aujourd'hui, tous les jours, on enregistre des cas de tuerie des populations civiles. Alors, la question est la suivante. Est-ce que la population civile les intéresse vraiment? Moi, c'est la question que je me pose. Je suis très triste, honnêtement. Je suis très, très triste. Et je suis très mal à l'aise de parler aujourd'hui de cette situation qui prévaut. Alors, M. Camara, vous venez d'entendre M. Konaté. Partagez-vous cet avis que les forces étrangères qui sont là, c'est leur mandat qui fait qu'on assiste à tout ça, si j'englobe ce qu'il vient de dire? Tout à fait. Je suis parfaitement d'accord. Est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas nous sécuriser soi-même? Si, je suis parfaitement d'accord avec le décorateur. Surtout, il y a des notions que M. Bokoum a soulevées, des notions qui me paraissent beaucoup très, très intéressantes, notamment la question de la mauvaise gouvernance. Vous savez, 60 ans d'indépendance déjà au Mali, qu'est-ce que nous constatons, qu'est-ce que nous assistons au Mali? Cette mauvaise gouvernance, cette mauvaise pratique de la gestion, le clientélisme monte en puissance, le népotisme et la gabegie. Alors, quand vous regardez aussi aujourd'hui la question de l'extrémisme violent au Mali, c'est un constat. Mais encore, il faudrait se poser la question des Nations Unies, la présence de la communauté internationale sur notre territoire. Quand vous regardez l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, part d'un principe qui est ce qu'on appelle la non-ingérence dans les affaires domestiques d'un État. Mais il y a le chapitre 7 qui est là, qui précise que lorsque la paix et la sécurité internationale sont menacées, les Nations Unies doivent prendre toutes mesures coercitives pour instaurer la paix et la sécurité internationale. C'est ce qui se passe sur notre territoire aujourd'hui. Quand vous regardez le mandat de la MINUSMA, ce n'est pas un mandat qui est adapté à notre contexte aujourd'hui. Je me rappelle ce qui s'est passé au Congo RDC avec la MONUSCO, c'était quoi avec le mouvement M23. Ils ont automatiquement changé le mandat, c'est parce que tout simplement le mandat que la MINUSMA aujourd'hui, ce n'est pas un mandat qui est adapté à notre contexte. Ce mandat ne peut pas permettre au Mali d'instaurer la sécurité et la paix. Tout simplement, c'est un mandat d'interposition. Aujourd'hui, nous avons besoin de changement de mandat. Il faut quel type de mandat? Il faut vraiment que ce soit un mandat offensif.
offensive qui va permettre à la montée de notre armée en puissance, parce que notre armée n'est pas capable aujourd'hui de sécuriser le territoire, l'armée ni les autres armées de la sous-région, parce qu'on nous parle des 3 frontières. Ces 3 frontières-là, aucune armée de ces 3 pays-là peut faire face à cette, comme on appelle, à la montée de l'extrême violence dans notre zone espace. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la communauté internationale qui doit cesser cette double G. Ça veut dire qu'il doit être, parlons franc avec nous-mêmes, et parlons franc avec la communauté internationale. C'est quoi aujourd'hui? Le Mali a besoin aujourd'hui que nous changeons de mandat. Nous avons besoin de quel type de mandat? Nous avons besoin d'un mandat offensif qui serait capable d'initier des combats sur toute l'étendue de notre territoire. C'est la seule proposition à mon avis, parce que vous savez aujourd'hui, l'un des véritables problèmes de notre armée aujourd'hui que je déplore toujours, c'est le mode de recrutement de l'armée. Il faut que cela cesse. Cette question de sous-couvert, si vous n'êtes pas été recommandé par quelqu'un, vous n'avez pas votre place dans l'armée. Ça, c'est un problème. Alors, il faudrait regarder il faudrait mettre en branle toutes ces questions-là pour qu'on puisse vraiment avoir un État sécurisé. Il faudrait au plus haut sommet de l'État que ceux qui sont à la tête de l'État, parce que quand on est dans une république, comme on appelle le Mali, le premier soldat, c'est le chef de l'État. Les premiers soldats. Donc, il faudrait les chefs d'État, le gouvernement puisse avoir ce qu'on appelle un plan stratégique cohérent qui serait capable vraiment d'instaurer la paix et la sécurité au Mali, parce que l'air est très grave. Aujourd'hui, comme il a si bien dit, c'est en Sogo aujourd'hui, ça peut être Bamako demain, ça peut être Ségou après-demain. Donc, vraiment, il faut qu'on regarde aujourd'hui que la personne humaine est sacrée. Cela n'a pas changé. C'est écrit dans notre constitution, c'est écrit noir, c'est gravé dans les marbres. La personne humaine est sacrée et inviolable. On ne peut pas accepter qu'à chaque jour, les paysans paisibles, les citoyens paisibles sont tués uniquement. Ils n'ont rien à voir par rapport à la gouvernance de l'État. Ce sont aussi des citoyens qui participent pleinement à la gouvernance parce qu'ils payent correctement leurs impôts. On nous dit que l'État qui est là, qui doit les rassurer, la sécurité n'est pas capable de le faire. C'est déplorable. C'est déplorable. Je persiste et je signe. Aujourd'hui, il doit avoir ce qu'on appelle un conseil de défense par rapport à la question et demander à la communauté internationale, si elle n'est pas capable de vraiment de nous aider, que la communauté internationale s'en aille. Alors, M. Camara vient de l'évoquer, Ansongo fait partie de la zone des 3 frontières. Boubacar Bokoum, comment comprendre alors le manque de réaction des armées présentes dans la zone? Mais évidemment, parce que d'abord, le Mali n'a pas un système de défense. On précise que là où l'attaque s'est passée, c'est à moins de 100 km de Gaoville. Oui, ça se comprend aisément. Écoutez, les différentes poches qu'occupent les forces internationales, on sait qu'ils sont en ville. Ils ne sont pas, comme il l'a dit, dans la dynamique du combat. Donc, il y a un souci. En réalité, vous avez juste une grosse machine, ce que De Gaulle a appelé le grand machin, qui est le système des Nations Unies, qui aujourd'hui n'est pas adapté, comme il l'a dit, à la réalité du pays. En réalité, c'est comment il faut regarder la chose. Ce n'est pas, à mon avis, un mandat robuste de la MINUSMA qu'il faut, parce que la MINUSMA est une machine des Nations Unies. Il faut que le Mali repense son modèle stratégique de développement de son pays et qu'on mette en place un système de défense. Et ce système de défense aujourd'hui fait appel, je ne vais pas jusqu'à dire qu'il faut que la communauté internationale parte, parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre en autarcie non plus. C'est vrai, quand vous regardez le modèle de recrutement dans l'armée, ça pose problème. C'est une triste réalité de la mauvaise gouvernance toujours. Mais au-delà de ce constat, il faut comprendre que le 11 septembre est une très grande leçon dans l'histoire géopolitique du monde, qui a consisté à dire que malgré la technologie avancée des États-Unis, malgré le niveau de formation des soldats américains, malgré l'économie forte des États-Unis, ça n'a pas empêché à des extrémismes violents de taper les 2 tours de World Trade Center. Et là, les États-Unis, ils ont compris que la puissance militaire à elle seule ne suffit pas pour garantir la sécurité des Américains. Et si la puissance militaire ne suffit pas à elle seule, faudrait-il ajouter quoi? Mais bien sûr, je vais en venir, Mariam. C'est pour juste qu'ils comprennent qu'aujourd'hui,
quel que soit le degré de formation qu'on va vouloir mettre à travers une loi de programmation militaire et vouloir faire monter notre armée en puissance, elle ne pourra pas atteindre le niveau de formation de ceux des États-Unis pour faire face à l'extrémisme violent. Donc il faut changer de concept. Donc il faut aller dans un concept global de sécurité. Et ce modèle de sécurité permettrait effectivement d'avoir essentiellement sur la carte géopolitique africaine N'Djamena déjà qui a servi pour Konna, et on a Djibouti qui est un axe très important par rapport aux pirates qui arrête le flux des navires de ce côté. Et nous avons le centre du Mali où nous avons Tessalit qui est un centre stratégique très important dans la carte géopolitique du monde. Donc ces trois axes peuvent servir de base commune, pas pour les États-Unis, encore moins pour la Russie, mais une base commune dans laquelle le Mali est co-entrepreneur. Et de là, la technologie européenne, des 5 puissances qui sont au niveau des Nations Unies, peuvent amener le matériel et nous, on est sur le terrain. Ensemble, nous faisons la guerre, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Interposition, on s'interpose entre qui et qui. Parce que même à l'époque, quand la MINUSMA arrivait, nous avons dit, entre deux belligérants, il s'agit de quels belligérants? Le MLNA à l'époque qui s'opposait à un État, vous venez vous interposer par rapport à deux personnes qui se battent. Mais dès lors que nous ne sommes pas dans le contexte où ces deux communautés, où ces deux pays qui s'affrontent, donc le mandat de la MINUSMA ne répondait plus à la réalité. Donc ce n'est plus de ça qu'il s'agit. C'est depuis le démarrage que Bien ça a sûr, été bâclé. on est passé à côté parce qu'à un moment donné, on avait un gouvernement de transition qui ne comprenait pas réellement la trajectoire, qui ne connaissait pas les causes profondes de cette crise, qui s'est empressé sous la menace de Konna, qui est une menace orchestrée, derrière laquelle derrière se trouve la France en réalité. Parce qu'en 2014, M. Hollande a fait un deal pour faire la compagnie française des mines au Mali en ayant comme sous-couvert, sous le coude, Kidal. C'est ça la réalité. Et Konna n'était qu'une menace pour nous faire peur et aller à cet exercice. C'est pourquoi on a eu en première partie l'opération Serval. Et il y a un livre qui est écrit là-dessus que vous pourrez consulter. L'opération Serval a consisté juste à faire venir la France dans son précaré, qui est la zone de l'OCRS. Quand il parle de la zone des 3 frontières, en réalité, c'est assis sur le modèle de l'OCRS, qui est en fait un bassin très riche de réserves en ressources naturelles. Donc la guerre économique mondiale est en train de se jouer sur l'espace du Mali. Donc ce n'est pas une guerre malienne, ce n'est pas une guerre de djihadisme, c'est une guerre économique. Et cette guerre économique, il faut que nos autorités en prennent conscience et qu'ils rentrent dans une guerre économique au lieu de penser qu'il faut faire une guerre militaire contre ces puissances. Les Nations Unies, c'est ça la puissance. Le maillage des systèmes des Nations Unies, toutes ces forces sont présentes. Elles sont présentes pour quoi? Pour aider le Mali, vous pensez? Je pense plutôt qu'ils sont là dans l'attente que le Mali tombe et qu'on puisse effectivement avoir les ressources naturelles. Et si les Maliens n'ouvrent pas les yeux pour comprendre que tout ce combat est un combat économique et nous devons nous inscrire dans la dynamique de la guerre économique au lieu de penser que nous pouvons acheter des armes, former des militaires. Quand je vois sur le terrain des jeunes de 19 ans, 20 ans qu'on envoie sur le terrain après une petite formation de 6 mois, je dis franchement, nous sommes en train de répondre exactement au vœu de la famille Rothschild qui veut le dépeuplement du continent africain, parce qu'aujourd'hui nous avons la chance que le continent est très jeune, nous avons la chance que l'avenir du monde, plus ou moins, à travers les ressources humaines, à travers les ressources naturelles, c'est l'Afrique. Donc vous pensez que le reste du monde va continuer à dormir et nous laisser nous développer pour aller leur chipper le leadership? Ils ne le feront pas. Donc il faut que nos leaders soient suffisamment courageux, qu'ils aient le courage de faire face à la réalité qui est une réalité économique. Alors, je retiens de votre intervention, vous avez dit beaucoup de choses. Le mandat de la MINUSMA, une guerre économique. Brima Konaté, partagez-vous cette analyse de M. Bokoum? Bon, vous savez, je vais être beaucoup plus réaliste, quoi. Allez-y. C'est vrai, le mandat de la MINUSMA n'est pas adapté. Il y a une guerre économique qui ne dit pas son nom. Mais tout de suite, nous enregistrons des morts. C'est ça la réalité. Alors, quel mécanisme nous pouvons générer pour faire face, sortir des réactions, mais aller dans la prévention?
qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que les autorités mettent en place pour que on n'assiste plus ou on ne compte plus des morts civiles? Moi, c'est ma seule préoccupation. Maintenant, les contrats qui lient l'État du Mali aux autres, comme on appelle à l'ONU, à la France, je ne sais quoi encore, au G5 Sahel, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en interrogeant, je vais m'énerver davantage. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais en tant que Maliens, qu'est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que nous fait mal? C'est effectivement de voir que nos parents font l'objet de tueries de façon barbare. Nous avons une armée qui n'a pas les moyens. Nous avons un État qui se complète dans cette situation. Alors, si c'est le fait des partenaires, il faut qu'ils aient le courage de dire « Allez, nous allons prendre nos responsabilités entre nos mains ». C'est difficile, hein? Mais le contexte actuel est que c'est une évidence, nous n'avons pas les moyens. Et je ne pense pas que quelqu'un d'autre viendra nous donner les moyens. Les preuves sont là. Depuis 2012, nous vivons ce cycle-là et les gens sont là à accuser seulement. Accuser seulement. Alors, est-ce qu'on va rester dans cette situation? Je ne pense pas qu'il faut rester dans cette situation, qu'il faut être en mesure de développer vraiment des capacités à répondre. Si au besoin, si on ne peut pas répondre, il faut qu'on prévienne. Comment vraiment on peut assister passif à la mort d'un tel nombre de personnes? La mort même, les tueries. Regarde, c'est une politique que les Blancs ont appelée la politique de la terre brûlée. Non seulement on tue les populations, on brûle un pays. C'est extrêmement grave et c'est inquiétant. Dans un monde où la pluviométrie n'est pas certaine, alors si les gens n'arrivent pas à cultiver, ça veut dire que notre dépendance se perpétue. Et plus on est dépendant, plus on est fragile. Et c'est cette fragilité-là qu'il faut éviter. Vraiment. Il y a le géopolitique, hein, je n'en doute pas. Mais à l'heure actuelle, qu'est-ce que nous pouvons développer comme stratégie? Au moins, le monde saura que nous sommes en train de nous démêler pour sortir. Mais il ne s'agit pas de nous installer dans ce mutisme-là, dans ce laxisme-là, pour continuer à compter le nombre de morts, le nombre de blessés. Compatir, c'est bon de compatir, mais qu'est-ce qu'on fait pour prévenir? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir? Nous allons y venir. Juste le temps de faire réagir M. Camara. Est-ce que le contexte socio-politique n'aggrave-t-il pas la situation? Tout à fait. Le contexte socio-politique, parce que vous savez, le Mali, la superficie du Mali, c'est 1 200 km². Et pour une population de 20 millions, notre armée, aujourd'hui, je ne pense pas que ça dépasse, si ça vaut 20 000 comme ça, quand vous regardez toutes les corporations y compris. Alors, mais il faut regarder quelque chose. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, monde globalisé. Nous sommes dans la mondialisation, mais avant ça, quand vous regardez à partir de 1919, la société internationale était une société anarchique. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'organisation internationale pour le monde. Ils ont créé ce qu'on appelle l'ASDN, la Société des Nations, qui a été incapable d'éviter la Seconde Guerre mondiale. Ils ont créé, à partir de 1945, sous l'initiative des Américains, la création des Nations Unies. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement, pour rejoindre un peu M. Bokoum par rapport à la question de l'économie sur notre territoire, quand vous regardez que la France, la Barkhane, chaque jour, dépense plus d'1 million d'euros sur notre territoire. Okay. Entre les États, il n'y a pas d'amitié. C'est le rapport de force qui a été dit par le général de Gaulle en son temps. Ça veut dire tout simplement il appartient à notre État, l'autorité malienne, d'être capable de mettre en place une stratégie cohérente qui serait capable vraiment de lutter contre l'extrémisme violent. Parce que quand on dit à chaque attaque, on dit voilà, c'est les djihadistes, c'est les terroristes qui ont attaqué, mais c'est pas que les terroristes, il y a des groupes armés, des bandits, il y a des coupeurs de route, etc. Voilà, je n'appelle pas je n'attribue pas toutes ces attaques-là aux terroristes ou aux djihadistes. Je pense qu'il y a des groupes, il y a des bandits aussi. Donc aujourd'hui, la meilleure des stratégies, à mon avis, aujourd'hui, doit être endogène. C'est-à-dire, c'est le Mali qui doit être capable de proposer quelque chose à la communauté internationale qui va permettre, du point de vue géostratégique, du point de vue géopolitique, qui va permettre à la communauté internationale vraiment de parler vrai aux Maliens. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, le Rwanda, c'est un État africain,
Mais en termes de souveraineté, la souveraineté du Rwanda, on ne peut pas la comparer à la souveraineté du Mali aujourd'hui. Parce que quand on parle de souveraineté au Mali, d'abord la première de souveraineté, c'est la souveraineté interne. Ça veut dire que sur le territoire, il ne doit pas avoir d'autres entités qui seraient capables de contrer la volonté de l'État. Aujourd'hui, quand vous quittez, vous allez au-delà de Ségou, mais il y a plusieurs entités qui sont en train de contrer la souveraineté de l'État. Donc ça pose problème. C'est l'État qui doit être capable de maintenant de regarder, de se mettre en cause que vraiment l'air est grave, que ça fait presque 2 décennies que ça a commencé. Depuis en partie de 2005-2006, on parle avec des Fagaga et Bagaga, etc. Donc, c'est poser la question aujourd'hui que plus jamais ça. Sur le territoire du Mali, on nous parle dans ce groupe. Avant, dans ce groupe, on avait dit, dans la région de Mopti, il y avait eu plus de 100 morts organisés le jour au Mali. Quand dans les années 90, c'est vrai, j'étais très jeune. Mais pour parler de 10 morts au Mali, on ne peut pas dormir la nuit. C'était une catastrophe extrêmement grave. 5 personnes ont été tuées sur notre territoire au Mali dans les années 90-80. Non, mais je parle sous votre contrôle, M. Bokoum. Est-ce que c'est pas... Mais c'est devenu banal aujourd'hui. La mort d'homme est devenue banale aujourd'hui. Est-ce que c'est banal? C'est pas parce qu'il y a cette notion de géographie, vu que c'est loin de Bamako, qui fait ça, non. Que le Malien lambda n'est pas au courant de la réalité de ces choses-là? Non, la question n'est pas que militaire. C'est-à-dire, quand, en termes de sécurité dans un État, en sciences politiques, c'est développé par Karl Rosenau, d'abord, la sécurité doit être sur le plan éducatif. Il faudra avoir un système éducatif capable de dire que la personne humaine est sacrée et inviolable. Quand vous regardez même toutes les religions monothéistes, c'est écrit, c'est ancré dans toutes les religions monothéistes que la personne humaine est sacrée et inviolable. Ça doit être sur le système éducatif. Deuxième chose, la sécurité est sociale. Parce que quand vous regardez, moi j'ai fait des enquêtes au centre du Mali, on a enquêté des gens qui disaient que voilà, j'avais ma mère gravement malade à la maison, je n'avais rien à soigner ma mère, mais j'ai été enrôlé par des groupes terroristes. Et d'un seul jour, ils m'ont donné 500 000 francs. J'ai utilisé ces fonds pour transférer ma mère à Bamako dans un hôpital sécurisé. Donc comme ça, je suis devenu un tiers de gaz. Est-ce que vous imaginez? Donc c'est social d'abord, la question d'insertion professionnelle. La précarité, il faut lutter contre ça au centre et au nord du Mali. Pas qu'au centre et au nord du Mali, mais c'est l'ensemble du territoire du Mali. Donc c'est les deux notions d'abord qu'il faut, l'État doit revoir, le système éducatif, le système social et le système politique par rapport à la question de la sécurité. La question de l'armée doit venir en dernier plan. En dernier plan. Donc on passe tout le temps à la question de recrutement. Il ne faut pas encore passer à la question de recrutement, mais la question d'insertion professionnelle. Les gens n'ont pas à manger parce qu'il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux. Donc, ce sont les choses d'abord que l'État doit mettre accent d'abord avant de penser à la question militaire. Voilà. Monsieur Brima Konati, est-ce que cette situation était prévisible, ce qui vient de se passer en Songo? À l'heure actuelle, est-ce que c'était prévisible? Si oui, comment prévenir? Écoutez, la sécurité d'abord est un bien public. Et l'État est le garant de la sécurité pour tout le monde. On vit dans l'insécurité depuis 2012 et bien avant. Alors, et l'État est absent de toutes ces zones. Au départ, c'était limité dans la partie nord, ça s'est mis sur la partie centrale, et aujourd'hui, l'ouest et le sud ne sont pas épargnés. Alors, pour dire que ce n'était pas prévisible, c'est prévisible. Parce que l'État doit être déployé dans chacune des zones, mais ce n'est pas fait. Alors si aujourd'hui on assiste à de telles choses, quand j'ai écouté la déclaration du sous-préfet, il dit l'armée opère le jour et pas la nuit. Et c'est la nuit que l'attaque a eu lieu. C'est une aberration. C'est une véritable aberration. Donc je dis, on pouvait prévenir. Mais si c'est arrivé, c'est regrettable. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, les gens, en tout cas les autorités militaires, ne doivent pas dormir. Les populations ne peuvent pas dormir et dormir. Ils n'ont pas les moyens, ils peuvent avancer ça, mais ce n'est pas suffisant, honnêtement. Et aussi, on ne peut pas dire qu'il y a la conjonction des efforts entre les forces Barkhane, les forces municipales et les forces maliennes, et qu'on assiste encore à des tueries comme ça. C'est pourquoi je dis que c'est une honte pour la communauté internationale. C'est vraiment une honte. Elle doit se poser la question, quelle est la raison
de sa présence sur le territoire malien. Nous, citoyens lambda, on se pose la question, mais elle doit également se la poser. Quelle est sa raison d'être? Si véritablement la population civile est la raison première pour laquelle elle s'est dépêchée sur le sol malien. Moi, je reste convaincu qu'il y a matière à revoir. Il y a vraiment matière à revoir. Boubacar Bokoum, quelles sont alors les limites des différentes mesures prises pour la sécurisation du pays quand vous regardez tout ce qui se passe? Ben, écoutez, d'abord, pour parler des limites, il faut d'abord qu'il y ait des mesures. Parce qu'il n'y a pas de mesures dans la réalité. Parce qu'il n'y a aucune réflexion stratégique au sommet de l'État pour assurer la défense de notre pays. Il a parlé de prévention, il a parlé de beaucoup de choses. Les aspects qui manquent à son analyse, c'est ce que nous apportons en réalité. Parce que, quelle que soit la façon dont vous allez dénoncer, si vous n'actez pas les causes profondes, vous n'y apporterez jamais de solution. C'est ça la triste réalité. Quand il interroge la communauté internationale, je viens de dire à travers mes propos tout de suite qu'il faut une co-entreprise militaire. Oui, nous avons besoin de l'Occident, mais dans un cadre opérationnel harmonisé. Et ça, c'est dans une co-entreprise militaire, mais pas sur un mandat des Nations Unies. Dans le chapitre 7 et le chapitre 9, il faut les revisiter. Et c'est au Mali d'avoir l'initiative d'aller à cet exercice. Les Nations Unies ne vont pas trouver la solution pour nous. Donc c'est à nous d'abord de dire, voilà comment nous concevons la chose, voilà le modèle de sécurité dont nous avons besoin, et nous souhaiterons que les Nations Unies viennent nous accompagner parce qu'ils ont la technologie, et voilà nous notre apport. C'est ce que nous appelons la co-entreprise militaire des nations dans l'Afrique. C'est ce que j'ai essayé de développer. Mais ceci étant, il faut comprendre une chose, que le vrai problème du Mali, c'est la souveraineté économique. Parce que tout ce que vous appelez social, humanitaire, éducation ou même la politique du ventre est adossée à l'économie. Donc tant que nous n'avons pas la souveraineté économique, la souveraineté politique, elle est hypothécaire. Donc le vrai combat pour nous aujourd'hui, c'est d'affirmer la souveraineté économique du Mali qui permettrait effectivement, à travers nos ressources, d'aller vers la souveraineté monétaire. Et c'est la source de notre indépendance. Parce que le levier, vous avez parlé de 45, en parlant des Nations Unies, mais aujourd'hui, les Nations Unies sont en panne. La SDN était en panne, on a créé les Nations Unies. Mais aujourd'hui, les Nations Unies sont en panne et on n'a pas créé un autre modèle. Et ce modèle qui doit être créé à partir de maintenant, l'initiative doit venir des États africains parce que nous n'existons pas de façon forte dans le système des Nations Unies. Donc c'est nous qui trinquons en réalité. Alors que le soubassement de toute cette grosse machine, elle est fondamentalement économique. Les nations, ils se battent pourquoi? Nous avons été colonisés pourquoi? Parce qu'on était à la quête des ressources minières, des ressources humaines. Et encore, cette quête, elle continue aujourd'hui parce que nous avons une jeune génération qui est en train aussi de briller. On nous dit qu'il y a un déficit de cadres, mais en réalité, nous avons des grands intellectuels, nous avons des gros cadres, mais que l'Europe est en train d'organiser encore pour les ramener vers l'Europe et les utiliser pendant que le continent lui-même, il chôme. Quand vous êtes une compétence dans nos pays, généralement, le régime local ne vous utilise pas. On préfère aller chercher des compétences ailleurs qui n'ont même pas les vraies compétences, mais qui ont juste des titres, qui viennent nous concocter quelque chose pour notre système. Donc si nous-mêmes, nous ne réfléchissons pas à notre défense de façon intégrée, mais nous n'aurons pas de solution en réalité. Donc la souveraineté, il faut que M. Assimi Goïta ait le courage de dire aujourd'hui à nos partenaires que nous sommes un État souverain à partir de cet instant. Nous avons la possibilité d'acter l'état de guerre et d'aller à la réquisition des ressources minières dont nous avons besoin aujourd'hui parce que nous sommes en état de guerre. Et les conventions que nous avons avec nos partenaires des sociétés minières, dans ces conventions, dans son alinéa B, nous avons la possibilité de les exproprier, de réquisitionner ou même de nationaliser si le besoin se faisait sentir parce que nous sommes en crise. Mais nous ne pouvons pas continuer à quémander au niveau de Bruxelles, à continuer encore à se gratter la tête auprès de M. Macron pour faire vivre notre État. Ce n'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut que nos dirigeants aient le courage de dire que cette fois-ci, c'est vrai, en 60, peut-être que nous n'avons pas posé la souveraineté jusque-là où il fallait, mais aujourd'hui, nous devrons avoir, après toute cette expertise que nous avons, après tout le vécu que nous avons, faire la synthèse et nous dire aujourd'hui qu'il est temps que nous puissions acter notre souveraineté réelle. Alors, il ne nous reste que 5 minutes d'ici la fin de cette émission.
Une question, tour de table. Je commencerai par M. Camara. Comment faire pour que ces erreurs comme celles qui viennent de se passer en Songo ne se reproduisent plus? Comme j'avais dit tantôt, c'est l'État au plus haut sommet, l'État au plus haut sommet, c'est-à-dire le président de la République, le chef d'État, et le gouvernement d'abord, qui doit être capable de voir le système de défense de notre État, essayer vraiment de proposer en réalité à la communauté internationale quel type de mandat les Maliens ont besoin. Les Maliens ont besoin de quel type d'accompagnement. C'est à nous de proposer d'abord. C'est comme on le dit en Bamana, donc c'est à nous maintenant, au plus haut sommet de l'État, je dis précis bien, aujourd'hui le chef de l'État c'est M. Assimi Goïta et son gouvernement, lui et le ministre de la Défense, c'est eux qui doivent élaborer un plan stratégique de défense cohérent qui serait capable vraiment d'instaurer la sécurité et la paix sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire ça doit être un plan qui est séduisant pour les Maliens d'abord. C'est-à-dire, comment séduisant pour les Maliens? C'est-à-dire, il faut qu'ils nous présentent, nous au Mali, les spécialistes en la matière, avant vraiment de le présenter à la communauté internationale, il faut que les Maliens sachent qu'est-ce qui se trouve dans ces plans-là par rapport à la sécurité. Il s'agit de notre sécurité, le peuple malien. Donc il faut que le peuple malien sache il s'agit de quel type de système qui a été élaboré par son Excellence M. Assimi Goïta et le ministre de la Défense dans un délai bref. C'est ça qu'on a besoin. Si cela se passe, ils seront soutenus par la population malienne par rapport à la quête de cette sécurité sur l'ensemble de notre territoire. Donc c'est à eux maintenant de le faire. Comme cela, ils seront soutenus par le peuple malien. Pourquoi pas la communauté internationale? Monsieur Birima Konaté, vous êtes d'avis qu'il faut un nouveau plan de sécurité pour que ce genre de massacre ne se reproduise plus? Oui, je suis d'accord, mais je vais être beaucoup plus pratique. Encore? Allez-y. Vous savez, c'est pas drôle. Ironie du sort, on compte beaucoup de généraux au Mali. Beaucoup de généraux. Et ces généraux coûtent à l'État lourdement. Et on les entend, ni on les entend, ni on les voit. Le titre seulement. Alors, on parle de maillage du territoire. J'ai liberté d'entendre un colonel-major pour dire que pour qu'un général monte au front, il y a toute une batterie de considérations à renseigner. Mais dans le contexte malien, l'insécurité n'est plus à démontrer quoi. Il s'agit de la survie de notre État. Maintenant, pourquoi ne pas confier chaque zone à au moins 2 généraux avec les moyens conséquents pour sécuriser le pays? Je pense que ça, c'est faisable. Et contraindre la communauté internationale à aller dans ce sens. On a tel généraux pour telle zone, accompagnez-le. À défaut, quitter. C'est comme ça que je vois la chose. Si on ne le fait pas, les trucs théoriques là, vraiment, il faut qu'on sorte de ça. Monsieur Boubacar Bokoum, que faut-il faire aujourd'hui pour que des tueries comme celles qui viennent de se passer en Songo ne se reproduisent plus? Écoutez, je l'ai dit plusieurs fois sur vos différents plateaux que tant qu'on ne considère pas les intellectuels dans les capacités de recherche, on ne s'en sortira pas. Le problème sécuritaire, Assimi et les généraux auxquels ils font allusion, aujourd'hui ne sont pas à mesure d'avoir une conception efficace et efficiente. Il faut s'adosser aux centres d'études, aux chercheurs qui ont déjà travaillé. Je connais par exemple le professeur Abdoulaye Niang qui a fait des travaux sur le domaine sécuritaire et qui est un enseignant au Pentagone. Mais écoutez, est-ce que le Mali manque de ressources pour trouver des mécanismes qui nous permettent d'avoir la paix? Je dis non. Mais quand on est bunkérisé, on pense déjà, par son élitisme et le niveau intellectuel qu'on a, et on pense déjà tout connaître, on snobe les autres, ça pose problème. Donc aujourd'hui, ce que nous leur demandons, c'est d'être à l'écoute des compétences nationales.
La stratégie, on a beaucoup d'idées et les chercheurs ont travaillé sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, il faut qu'on les mette sur la table, qu'on les revisite. S'il y a lieu de les remodeler, on les remodèle et on les soumet à la nation. Et si le modèle il est validé, on va à son exécution. C'est pas très compliqué, mais il faut un courage politique. Alors, je vous prends au mot, être à l'écoute des compétences nationales. C'est sur ces mots que va prendre fin notre émission Le Grand Dialogue de ce soir, consacré à l'insécurité en lien avec les tueries qui se sont déroulées le dimanche dernier à Watagouna dans le cercle d'Ansongo. Nous disons merci à nos invités. Ils sont au nombre de 3. Brima Konaté, 4e secrétaire aux affaires juridiques et judiciaires à l'AMDH, l'Association malienne des droits de l'homme. Monsieur Jean-François-Marie Camara, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques. Monsieur Boubacar Bokoum, politologue. À la régie vidéo, il y avait Peting Diara. À la mise en onde, Mamadi Keita. Je suis Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.